La députée et porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale est mon invitée ce matin dans Les Échos. Bonjour Aurore Bergé. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Il y a une semaine, on apprenait que 3 proches d'Emmanuel Macron, qui ont participé à sa campagne, à son programme, l'appelaient à un rééquilibrage de sa politique. Un rééquilibrage social, on pourrait dire peut-être un petit peu plus à gauche. Et Emmanuel Macron a eu quand même l'art de leur répondre, disons, avec plusieurs événements dans la semaine. Tout d'abord, la confirmation de privatisation dans la Française des Jeux, Aéroport de Paris ou encore dans Engie. Il a rencontré Philippe de Villiers et lorsqu'il annonce une mesure sociale, le reste à charge zéro, qu'il avait promis dans sa campagne, il en profite le jour même pour parler du pognon de dingue, c'est sa citation, sur les minima sociaux. Lors de sa campagne, Emmanuel Macron avait promis le « et de droite et de gauche ». Jusqu'à présent, les Français semblent avoir bien perçu le « et de droite », mais beaucoup se demandent à quand le « et de gauche ». Déjà, je pense qu'il n'y a pas besoin de rééquilibrage parce qu'on ne mène pas une politique déséquilibrée. Quand on mène la politique éducative qui est la nôtre avec Jean-Michel Blanquer, c'est-à-dire qu'on fait le dédoublement des classes dans les quartiers prioritaires... 2500 classes l'année prochaine. Exactement. On mène une politique qui est une politique en faveur de ceux qui sont les plus fragiles pour réduire les inégalités à la racine. On entend bien, mais quand même, 3 proches d'Emmanuel Macron pendant sa campagne. Jean Pisani Ferry, par exemple, c'est quand même assez symbolique finalement. Mais chacun est libre de ses opinions. Par contre, moi, je sais ce sur quoi on travaille. On est toute cette semaine avec Muriel Pénicaud sur la question de la formation professionnelle. Pourquoi ? Pour qu'enfin, on ait un crédit de formation professionnelle qui soit extrêmement lisible, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, pour faire en sorte que sur le quinquennat, on forme 1 million de personnes qui sont des chômeurs de longue durée et 1 million de jeunes qui sont éloignés du marché de l'emploi. Ça, c'est de la véritable protection, c'est-à-dire permettre l'émancipation par le travail, permettre le retour à l'emploi. Et je pense que c'est bien plus important que de créer un énième dispositif. Mais finalement, y a-t-il pas en ce moment, avec toutes ces mesures qui ont été prises récemment, en train de ressortir au sein de LREM ceux qui viennent de la droite, comme vous par exemple, de ceux qui viennent de la gauche ? Non, parce que moi, les gens avec lesquels je travaille, je vérifie pas ou je me demande pas au quotidien est-ce qu'il vient plus de la droite ou plus de la gauche. Certains d'ailleurs n'étaient affiliés à aucun parti politique. C'est même la majorité du groupe parlementaire. Donc je pense juste qu'à un moment, il faut qu'on arrête de se demander si on est trop ceci ou pas assez cela. Il faut dire ce qu'on a fait plutôt que de regarder ce qui n'a pas encore été réalisé. Dire qu'on mène une politique qui est équilibrée, pas juste pour le discours, mais parce que c'est le cas dans ce qu'on a fait depuis le début, avec aussi des réformes qui se répondent. Encore une fois, quand on commence par la réforme sur le dialogue social avec les ordonnances travail, de manière à libéraliser, à flexibiliser le marché du travail, eh bien on y répond aujourd'hui sur la question de la formation professionnelle et donc des nouveaux droits pour les salariés. Mais quand même, Emmanuel Macron, jusqu'à présent, son discours, c'est de dire « j'applique mon programme ». Parmi ses électeurs, il a notamment été élu par des personnes de centre-gauche. Et si je me base sur un baromètre ELAB qui a été fait pour Les Échos et Radio Classique il y a une semaine, on note une montée d'Emmanuel Macron dans l'électorat historiquement de droite, mais un décrochage à gauche. Et le président d'ELAB parle même d'un risque, je cite, de coupure définitive avec l'électorat de gauche. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un rééquilibrage social à mener pour cette partie de l'électorat qui avait quand même voté pour lui ? C'est une question que beaucoup se posent. Je comprends la question, sauf que dire il faudrait rééquilibrer parce qu'on a tel ou tel sondage, ça veut dire qu'on navigue à vue. Pas les sondages. Et il faut absolument garder par rapport le cap à les promesses vis-à-vis d'un électorat qui a voté pour lui. Mais les promesses, elles sont tenues. La politique éducative qu'on mène, elle est tenue. La politique sociale et d'emploi qu'on mène, elle est tenue. Et d'ailleurs, on aura une présentation par Agnès Buzyn de la stratégie de lutte contre la pauvreté. Moi, j'ai travaillé dessus pendant plusieurs mois, donc je peux en parler. On va notamment, pour la première fois, dire que dans nos politiques sociales, il faut lutter contre le non-recours. Vous savez, celles et ceux qui doivent pouvoir bénéficier d'un certain nombre de droits sociaux et qui préfèrent y renoncer, voire qui ne connaissent pas ces dispositifs et donc, du coup, qui se retrouvent dans une situation d'extrême pauvreté. Mais vous savez, c'est des mesures aussi qu'on a prises depuis le début. Moi, j'ai une attention particulière pour les familles monoparentales. Une famille monoparentale sur 3 dans notre pays, elle est sous le seuil de pauvreté. Et la première des précarités, c'est de ne pas arriver, par exemple, à faire garder ses enfants et donc de ne pas arriver à reprendre une formation ou à reprendre un emploi. Quand vous augmentez le soutien pour les frais de garde d'enfants, vous apportez une solution extrêmement concrète et précise pour ces familles. Ça, c'est une politique sociale qui est efficace et c'est ça qu'on mène. Allez, autre sujet, Aurore Bergé. La réforme de la SNCF, donc, votée hier à l'Assemblée nationale, dernière étape finalement, et ce jeudi même au Sénat.
On va quand même revenir sur cette réforme parce qu'on on recevait hier dans cette émission Adrien Quatennens, député de la France Insoumise dans le nord de la France, et on le questionnait sur la vague de privatisation dont on parlait au début de cette interview, notamment chez Engie, et il a fait un parallèle avec la SNCF. On écoute ce qu'il avait dit hier donc dans cette émission, ici même. Lorsqu'il y avait l'ouverture à la concurrence des marchés de l'énergie, on nous promettait qu'il n'y aurait pas de privatisation. Et on voit bien que petit à petit, successivement, on y vient tout de même. C'est la raison pour laquelle je mets en garde tout de suite sur la SNCF. On nous dit qu'à 7 heures, il n'y aura pas de privatisation. Moi, je prends les paris que demain, il y en aura. Aujourd'hui, beaucoup de Français, par exemple, se posent cette question sur la SNCF. Pourquoi le gouvernement, malgré les gages qu'il a mis en avant, n'arrive pas justement à être sûr qu'il n'y aura pas de privatisation de la SNCF? Deux choses. Déjà, je pense que les Français ne se posent pas la question. Les Français, ils se disent quand est-ce que je vais avoir enfin des trains qui seront à l'heure, des trains du quotidien. Et c'est ça, à mon avis, qui les préoccupe. Moi, je peux vous dire notamment qu'avec les grèves, et même avant, on avait des difficultés constantes pour rejoindre Rambouillet et Paris. Donc c'est ça, à mon avis, la préoccupation des Français, c'est comment je peux vraiment être mobile et donc aller chercher un emploi qui est peut-être à 30 km de chez moi et me déplacer. C'est ça le véritable enjeu. Et Adrien Quatennens, vous pouvez lui confirmer qu'il n'y aura pas, ni aujourd'hui, ni plus tard d'ailleurs. C'est dans la loi, l'incessibilité des titres. Exactement, incessibilité des titres. Donc c'est inscrit, gravé dans le marbre. Donc il n'y aura pas de privatisation de la SNCF, il y aura une ouverture à la concurrence. Moi, je crois à l'ouverture à la concurrence, elle est bénéfique pour les consommateurs. Ça a été prouvé dans plein de marchés, notamment la téléphonie, qui est aussi un réseau où on a vu à quel point ça avait été bénéfique en termes de services apportés. Et d'ailleurs, on le voit sur l'ouverture à la concurrence du rail, par exemple en Allemagne, où clairement, ça a permis d'avoir plus de trains et d'avoir des trains moins chers pour les Allemands. Allez, toute dernière question. Le 18 juin prochain, ça fera 1 an que l'Assemblée nationale, donc actuelle, a été élue. 1 an de majorité parlementaire pour La République En Marche. Est-ce que ça fait, comme beaucoup le ressentent, 1 an que les députés sont retranchés derrière les décisions de l'Élysée ? Non, ça fait 1 an qu'on est au travail. Moi, je me souviens des critiques qu'on avait au tout début. On nous disait inexpérimenté. Il y avait une espèce de présomption d'incompétence. Je pense que clairement, le groupe auquel j'appartiens a prouvé déjà qu'il apportait une expertise nouvelle, qu'il apportait justement son expérience professionnelle passée et qu'il savait proposer aussi un certain nombre de choses, améliorer les textes, contrôler l'action du gouvernement. Donc on est très vigilant, mais on est aussi respectueux des engagements qu'on a pris devant les Français. Mais sur la loi Asile et Immigration, par exemple, Aurore Bergé, beaucoup de députés de La République En Marche ont préféré, en avril, ne pas être dans l'Assemblée au moment du vote du texte, peut-être parce qu'ils avaient peur, c'est une question, avaient-ils peur d'être sanctionnés par leur groupe parce qu'ils opposaient mais qu'ils n'osaient pas le dire? Les parlementaires de La République En Marche n'ont pas peur parce que justement la parole, elle est extrêmement libre dans le groupe. Alors pourquoi y avait-il une telle abstention, par exemple, ce jour-là, sur ce texte? Alors, moi, par exemple, j'étais en déplacement prévu de très longue date en Chine avec un certain nombre de parlementaires. Donc, j'ai pas pu voter le texte. Et je peux vous assurer que si j'avais été dans l'hémicycle, je l'aurais voté sans aucune difficulté parce que c'est un texte qui est essentiel pour mieux accueillir et mieux intégrer. Et je pense qu'on a eu raison de voter ce texte. On a une vraie solidarité dans le groupe et une vraie solidarité qui s'exprime au travers du soutien qu'on apporte au président de la République, au Premier ministre et au projet sur lequel et grâce auquel on a été élu. Notre job, notre mission, c'est de mettre en œuvre ce projet et je peux vous dire qu'on y travaille tous les jours. Merci Aurore Bergé d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, députée donc de La République En Marche et porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée nationale.